Merci de nous rejoindre sur l'Hebdo Afrique, le rendez-vous incontournable de l'information africaine. Un geste comme s'abonner peut faire une grande différence. Allons-y! Rappelez-vous, la dernière fois, nous avions évoqué le choc et l'incertitude qui ont suivi le coup d'État au Gabon. Et bien, en l'espace de quelques jours, cette incertitude commence à prendre forme et à se transformer en une vision plus claire du futur gabonais. En un virage politique significatif, le Gabon est passé sous l'autorité du général Brice Oligui Nguema seulement 5 jours après le coup d'État qui a destitué le président Ali Bongo Ondimba. Le 4 septembre 2023, le général a prêté serment à Libreville en tant que président de la transition, jurant de respecter la charte de la transition et de préserver les acquis de la démocratie. Alors que la cérémonie a été marquée par l'absence notable de la présidente de la Cour constitutionnelle, la présence de figures clés telles que l'ancien gouvernement, le premier ministre Alain-Claude Bilinze et la vice-présidente Rose Christiane Osuka Raponda, écartée après le putsch, symbolisait un acquiescement implicite à la nouvelle direction. De même, la participation de leaders de la plateforme d'opposition Alternance 2023 signale une acceptation du changement politique pour le bien supérieur de la nation. Revêtu de sa tenue rouge distinctive de commandant de la garde républicaine, le général Oligui Nguema a souligné dans son discours les raisons du coup d'État du 30 août. Il a critiqué le processus électoral, le qualifiant d'inique, et a affirmé que l'armée en intervenant n'avait fait que respecter son serment. Évoquant les jours à venir, le général a annoncé la formation prochaine d'un nouveau gouvernement axé sur l'expérience et les compétences. De plus, il a évoqué une transition menant à un référendum pour une nouvelle constitution, bien que la durée de cette transition reste incertaine. Et au cours de la semaine, Ali Bongo, l'ancien président du Gabon, a vu sa résidence surveillée levée, lui permettant ainsi de quitter le pays. Et en dépit de son désintérêt apparent pour revenir au pouvoir, des questions subsistent quant à sa destination future. Le Maroc, où il entretient des liens étroits avec la famille royale, est considéré comme une destination probable même si aucune confirmation officielle n'a été donnée. Raymond Dong Sima a été désigné premier ministre de la transition par le président de la transition, le général Brice Oligui Nguema. Ancien opposant et précédemment premier ministre sous Ali Bongo, Sima souhaite une démarche inclusive pour réformer la gouvernance du pays. Il mise sur la collaboration avec les militaires, soulignant leur structure et précision, et espère que la transition sera couronnée de succès pour le bien-être du Gabon. Le nouveau président de la transition a l'ambition d'incarner un nouveau chapitre dans l'histoire politique du Gabon tout en assurant au peuple que ses droits et ses devoirs seront respectés. L'Afrique subsaharienne est actuellement un épicentre de bouleversements politiques où chaque nation navigue à travers les conséquences uniques de ses propres crises. Alors que le Gabon entre dans une nouvelle ère post-coup d'État sous le leadership du général Oligui Nguema, un autre pays d'Afrique de l'Ouest tente également de se stabiliser après son propre chamboulement politique. Loin de Libreville, à Niamey, la situation prend une autre tournure. Le Niger, actuellement sous un régime militaire à la suite d'un coup d'État, a annoncé le 4 septembre 2023 la réouverture de son espace aérien. Cette décision intervient après une fermeture presque d'un mois depuis le 6 août en raison des tensions avec les pays voisins. La fermeture initiale de l'espace aérien et des frontières terrestres avait été déclenchée au lendemain du coup d'État du 26 juillet qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum, si bien que les frontières avec 5 pays frontaliers, Algérie, Burkina Faso, Libye, Mali et Tchad, ont été réouvertes le 2 août. Une nouvelle fermeture de l'espace aérien a été ordonnée le 6 août. Cette décision avait été prise face à des menaces d'intervention militaire de la part des pays ouest-africains, en particulier la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO opposée au putsch. Bien que l'espace aérien soit désormais ouvert aux vols commerciaux nationaux et internationaux, il reste fermé aux vols militaires opérationnels à moins d'une autorisation préalable. Quelques exceptions avaient toutefois été faites pendant la fermeture, permettant à certains vols munis d'autorisation spéciale d'atterrir à l'aéroport de Niamey, mais la CEDEAO, qui a menacé d'intervenir militairement pour établir le président Bazoum, a également imposé des sanctions au Niger, et ces mesures punitives combinées à la fermeture des frontières ont eu des conséquences humanitaires majeures pour le pays. L'ONU a alerté sur les retombées de ces sanctions qui ont entravé l'approvisionnement du Niger en denrées alimentaires essentielles et en fournitures médicales. La compagnie aérienne Air France a par ailleurs annoncé à l'AFP qu'elle envisage de reprendre le survol du Niger dès le 5 septembre, bien que les vols vers Niamey demeurent suspendus jusqu'à nouvel ordre. La réouverture marque une étape cruciale pour le Niger en quête de stabilité et de normalisation après les bouleversements politiques majeurs. Il reste à voir comment la situation évoluera à la lumière des tensions avec les pays voisins et la CEDEAO. Tandis que certaines nations africaines comme le Niger naviguent à travers les conséquences de coups d'État et de bouleversements politiques, d'autres font face à des défis liés à la légitimité des élections et aux tensions post-électorales. Au sud du continent, le Zimbabwe a assisté à une investiture controversée qui n'est pas sans rappeler les défis démocratiques auxquels de nombreux pays africains sont confrontés. Emerson Mnangagwa, surnommé le crocodile, a été investi pour un deuxième mandat présidentiel au Zimbabwe le 4 septembre lors d'une cérémonie qui s'est tenue dans le principal stade de Harare, la capitale. La commission électorale zimbabwéenne l'a proclamé vainqueur des élections présidentielles malgré des rapports d'observateurs internationaux qui pointent du doigt de multiples irrégularités et violations des standards démocratiques. Le principal parti d'opposition, le CC
FCC Tripsé a contesté le résultat d'élection réclamant la tenue d'un nouveau scrutin. Cependant, cette investiture vise à renforcer la position et la légitimité de Mnangagwa face à ces contestations. La cérémonie a vu la participation d'un petit groupe de chefs d'État, dont 3 présidents membres de la CADC, Communauté de développement d'Afrique australe, Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo et Philippe Nyusi du Mozambique. La Chine et le Nigeria étaient également présentés, bien que par leur vice-président. Un moment notable de l'événement fut la présence de Grace Mugabe, veuve de l'ancien président Robert Mugabe, qui avait été destitué par un coup d'État orchestré par Mnangagwa lui-même. Vêtu de ses lunettes de soleil emblématiques et portant une écharpe aux couleurs nationales, Mnangagwa a prêté serment, appelant à l'unité nationale dans son discours et réitérant son engagement à améliorer la situation économique difficile du pays. Le pays, marqué par un taux de chômage élevé et une hyperinflation, attend de voir les mesures que prendra le président pour honorer ses promesses. Entre-temps, le parti d'opposition dirigé par Nelson Chamisa évite la voie judiciaire, exprimant sa méfiance envers le système judiciaire du pays. Il cherche plutôt à exercer une pression diplomatique, notamment sur les membres de la SADC, pour obtenir une condamnation de cette élection. La situation politique au Zimbabwe reste donc tendue et l'avenir incertain. Tout comme le Zimbabwe lutte pour établir la légitimité politique dans le sillage d'élections controversées, d'autres pays d'Afrique, bien qu'ayant pris des chemins différents, sont également confrontés à l'équilibre délicat entre la performance économique et la confiance du public. Dans ce contexte, la Guinée, avec son propre ensemble de défis politiques, tente de démontrer sa progression économique sous la direction de la junte militaire. 2 ans après le coup d'État qui a porté Mamadi Doumbouya au pouvoir en Guinée, les résultats économiques semblent encourageants. Les indicateurs économiques, notamment la stabilité du franc guinéen et les améliorations notables en matière d'infrastructures routières, indiquent un progrès. Toutefois, le ressenti de la population guinéenne face à ces progrès demeure une question ouverte. Le 5 septembre 2023 a marqué précisément le 2e anniversaire de ce coup d'État. Ironiquement, après avoir critiqué la personnalisation excessive du pouvoir sur le régime d'Alpha Condé, Mamadi Doumbouya se voit lui-même célébré à travers diverses affiches de soutien éparpillées dans la capitale Conakry. La proximité de certaines de ces affiches avec la présidence a suscité des réactions diverses parmi les Guinéens, notamment des sentiments de fierté pour certains, pour d'autres cependant, un sentiment de malaise craignant le culte de la personnalité. La situation actuelle en Guinée rappelle donc l'importance du ressenti de la population dans l'évaluation des performances d'un gouvernement. Bien que les indicateurs économiques puissent montrer une image positive, la manière dont la population perçoit et vit ces changements est tout aussi crucial pour comprendre l'état réel de la nation. Alors que des pays comme la Guinée naviguent dans les eaux complexes de la politique intérieure et de la gouvernance, l'ensemble du continent africain est confronté à des défis d'envergure qui nécessitent une réponse collective. L'un de ces défis majeurs est le changement climatique qui impacte les ressources, l'économie et la vie des citoyens de tous les pays africains. Dans cette optique, des représentants de tout le continent se sont récemment réunis pour adresser ces préoccupations. Au Kenya, le premier sommet africain sur le climat s'est conclu avec l'adoption de la déclaration de Nairobi ce mercredi 6 septembre. Ce document stratégique vise à consolider la proposition du continent africain dans les futures discussions sur le climat, en particulier sur les problématiques de financement. Comme principaux points, la déclaration met l'accent sur le besoin de financement, appelant la communauté internationale à respecter ses engagements précédents tels que la promesse de 100 milliards de dollars par an faite en 2014. De plus, le document souligne l'importance d'établir un mécanisme pour traiter les pertes et dommages, une question mise en avant lors de la COP27. Les États africains ont exprimé leur désir de voir la mise en place d'une taxe carbone mondiale. Ils ont également suggéré la création de nouveaux droits de tirage spéciaux du FMI pour le climat, similaires à ceux alloués aux pays pauvres lors de la crise du Covid-19. Un rapport de l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, a souligné le déficit d'investissement dans le secteur énergétique en Afrique, indiquant que seulement 3% des investissements mondiaux sont réalisés sur le continent. Cela contraste avec le fait que près de 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. La Banque africaine de développement BAD a mis en évidence la nécessité de réduire les coûts du capital pour les projets d'énergie propre en Afrique compte tenu des taux d'emploi élevés sur le continent. La déclaration évoque également l'importance des forêts du bassin du Congo en tant que puits de carbone et de biodiversité. De plus, elle mentionne les océans où les États africains cherchent à obtenir une part équitable des ressources, en particulier minérales des fonds marins. En dépit des négociations ardues qui ont précédé son adoption, la déclaration de Nairobi a finalement été approuvée à l'unanimité. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, ainsi que le président kényan, William Ruto, ont salué le succès de ce sommet, suggérant que l'Africa Climate Summit devrait se tenir tous les 2 ans. La conclusion de ce sommet avec l'adoption de la déclaration représente une étape majeure pour l'Afrique, renforçant sa position et son unité face aux défis du changement climatique. Un séisme d'une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter a frappé la région de Marrakech, au centre du Maroc, dans la nuit du 8 au 9 septembre, faisant des centaines de morts et de blessés. Selon le dernier bilan des autorités, au moins 1037 personnes sont décédées et 1204 ont été blessées, avec plus de 51 dans un état critique. L'épicentre du tremblement a été identifié au sud-ouest de Marrakech, à une distance
distance de 320 km de la capitale Rabat, comme l'indique l'Institut de géophysique américain USGC. D'autre part, le Centre national pour la recherche scientifique et technique CNRST de Rabat confirme la magnitude et localise l'épicentre dans la province d'Al-Haouz. Les médias locaux qualifient cet événement de séisme le plus puissant jamais enregistré dans le royaume. Face à l'augmentation constante du nombre de victimes, la situation dans les hôpitaux de Marrakech est critique. Média 24 évoque un afflux massif de blessés, en particulier vers le CHU de Marrakech. Pour faire face à la demande de soins, un appel de don de sang a été lancé aux résidents. La secousse s'est ressentie dans plusieurs provinces avec une forte inquiétude dans plusieurs provinces. La panique a également gagné des villes comme Casablanca et Rabat, où de nombreux résidents ont choisi de passer la nuit à l'extérieur de leur maison par crainte d'éventuels effondrements. Les premières vidéos diffusées sur les réseaux sociaux dépeignent une scène chaotique avec des coupures d'électricité, des mouvements de panique et des secours tentant d'aider les victimes parmi les ruines. La mosquée Karbouch de Jima El Fna s'est effondrée et d'anciens murs de la Médina, patrimoine mondial de l'UNESCO, ont été endommagés. La plus grande préoccupation concerne les zones rurales et montagneuses où de nombreuses maisons sont traditionnellement construites en pierre et en argile. Ces structures sont particulièrement vulnérables au séisme, ce qui pourrait signifier des dégâts encore plus importants. Le gouvernement marocain s'est engagé à fournir toute l'assistance nécessaire aux personnes touchées. C'est sur ces notes que nous concluons notre revue. Merci de nous suivre chaque semaine. À bientôt.